Ok, on va commencer, on va poursuivre notre classique. Normalement, on devrait pouvoir finir la théorie aujourd'hui. Si on ne la finit pas, c'est pas grave, on va poursuivre demain. Mais demain, on va commencer à pratiquer le logiciel Airbus. Donc, on va commencer à faire d'abord la classique non dirigée. Donc, demain, avec Airbus, on va commencer par la classique non dirigée. Et on va voir comment ça fonctionne. Si elle est dans la classique dirigée, sinon la semaine prochaine, on va faire la classique dirigée. En même temps, on va voir les, les différents éléments d'évaluation sur la plateforme et on va déterminer les dates par rapport à ces différents travaux. Là, c'est sur la classification basée sur la connaissance finissant, on était arrivé à la classification orientée objet. Okay. Donc, la classification orientée objet, elle a deux étapes. La première étape, c'est ce qu'ils appellent la segmentation. Au niveau de la segmentation, on dit c'est une étape primordiale pour aboutir à un bon résultat. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les utilisateurs doivent définir un paramètre par rapport auquel ils veulent que l'image soit segmentée. Suivant ce paramètre-là, et c'est à la suite de cette segmentation-là que la classification va avoir lieu. Par exemple, sur cette image, le critère qu'ils ont utilisé pour faire la segmentation, c'est le critère de la couleur et de la forme des objets au sol. Donc, avec ces deux critères-là, ils ont segmenté l'image. Vous voyez les petits
patate qu'il y a sur l'image, là, c'est le découpage, c'est le regroupement de pixels en groupes de pixels, donc en objets, et ce sont ces objets-là qui vont être classifiés. Enfin, les pixels sont ces groupes d'objets qui vont être classifiés. Donc, une fois qu'ils ont découpé l'image suivant ce paramètre-là, ils ajoutent un autre paramètre, c'est la couleur. Donc, leurs patates ont été réduites en d'autres patates plus petites. C'est ces patates-là qui sont les objets qui vont servir à faire la classification. Donc, voilà le résultat de la classification ici. Avec la légende. Donc, l'image originale, vous l'avez à gauche, et l'image classifiée, vous l'avez à droite. Donc, vous voyez quand même que la classification orientée objet a abouti quand même à un bon résultat. Il a pu retrouver la végétation, il a pu retrouver les bâtiments et les sols nus aussi. Il y avait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y avait 7 classes. Les classes se retrouvent plus ou moins sur l'image. Souvent, il y a certains étudiants qui disent qu'est-ce que la meilleure des classifs à utiliser, la classification basée sur le pixel ou la classification orientée objet. Voilà un document que j'ai trouvé qui compare ces deux types de classification. Donc, la classification, on dit la classification basée sur le pixel, elle peut être supervisée ou pas, la classification dirigée ou pas. Elle nécessite d'abord la construction d'une signature spectrale, de sorte à pouvoir classifier chaque pixel dans une classe par rapport, qui a été définie par rapport à cette signature spectrale. Il nécessite passablement, donc pas beaucoup de post-traitement et lissage et autres. Il fonctionne bien avec des paysages relativement homogènes, normal. En classification orientée objet, dit la segmentation d'objets par groupe de pixels. Pour faire la segmentation des objets par groupe. Bonjour, M. Okoye. On va se voir tout à l'heure. Merci. Donc, les critères qui sont généralement utilisés pour segmenter l'image en objet, c'est la couleur, la forme, la topologie, le voisinage. Okay? Ensuite, on vous dit un arbre décisionnel est utilisé pour la classification, donc il fonctionne un peu comme la classification basée sur l'expert, la connaissance de l'expert. C'est la haute résolution nécessite beaucoup plus de une image à haute résolution a beaucoup plus de détails, donc nécessite plus d'attention. Donc, eux, ils conseillent d'utiliser la classification orientée objet. Logiciel orienté objet permettant de faire la classification orientée objet. Commerciaux, c'est ceux qui sont en haut. Bon, e-cognition, PCA, je me demande si ça existe encore. En vie, c'est Airdas, tout ça. Et open source, vous avez même des logiciels open source qui permettent de le faire. Hein. Air, OpenCV, Orfeo. Donc, libre d'accès sur le net. C'est ça, lui. Donc, vu la classification non dirigée, il y a certains types de classification non dirigée. On a vu aussi certains types, on a parlé de certains types de classification dirigée, sachant que la classification dirigée peut être regroupée, divisée plutôt en deux types de classifs. La classif paramétrique et la classif non paramétrique. Une fois qu'on finit la classif, il y a des post-traitements. Des résultats de la classique. Donc, on va voir ça maintenant.
comment est-ce qu'on évalue quantitativement et qualitativement la classif qui a été faite, la classification dirigée. Donc, les paramètres à utiliser sont tirés d'un calcul, d'un résultat fourni par la machine, qui est la matrice de confusion. On va voir c'est quoi la matrice de confusion. Donc, à partir de la matrice de confusion, on peut avoir accès à la précision moyenne, la précision globale, l'erreur d'omission, l'erreur de commission. On peut calculer le coefficient CAPAS, et c'est le visuel qui va être amélioré. D'accord? Donc, on va voir c'est quoi la matrice de confusion et les différents paramètres. Comment est-ce qu'ils se définissent? Comment on peut les calculer? Donc, c'est quoi la matrice de confusion? Donc, la matrice de confusion ou tableau de contingence ou matrice d'erreur de classification. Voilà les trois appellations, mais c'est plus matrice de confusion. Comment vous m'entendrez parler plus de matrice de confusion que de contingence, erreur de matrice de confusion. C'est le mot consacré. Donc, la matrice de confusion, on vous dit généralement, parce qu'il peut arriver que ça ne soit pas dans ce sens-là. Donc, de façon générale, les données qui sont placées horizontales, en rangée, correspondent habituellement, on vous dit, aux classes thématiques de la carte de référence. Donc, ça veut dire que c'est la vérité terrain. Pendant que les données en colonne, donc verticale, contiennent le résultat de la classification. Comme on dit, habituellement. Mais il peut s'avérer que les résultats de ma classif soient mis en rangée et que ma vérité terrain soit mis en colonne. Okay? Donc, quand on va voir un exemple, vous allez voir qu'il faut réfléchir différemment, dépendamment du fait que les résultats de la classif sont en colonne ou en rangée. D'accord? Ici, on va voir que les résultats de la classif sont en colonne. Donc, tout ce qui sera sur la diagonale correspondra donc à la bonne classification. C'est-à-dire, le résultat est bon. Ce que on a la vérité terrain attend, et c'est ce que la classif a fait. Donc, on dit les valeurs de la diagonale principale représentent le nombre de pixels correctement classifiés. Et hors diagonale, c'est ceux qui ne sont pas correctement classifiés. Soit ils ont été affectés par erreur, en gros, soit ils ont été omis. La matrice peut être donnée soit en pixels, donc en nombre de pixels, soit en pourcentage. Quand on va faire le traitement sous RDAS, vous allez voir, vous avez la possibilité de lui demander de vous donner la matrice en pixels ou en pourcentage. Et il va vous le donner en fichier. Vous enregistrez le fichier et après vous pouvez aller l'éditer comme vous voulez, l'actualiser comme vous voulez. D'accord? Donc, si vous le donne sous cette forme en pixels, donc par exemple, si je prends mon compteur, voilà. Donc, par exemple, ici, dans cette cellule-là, 367, ça veut dire que j'ai 367 pixels qui sont des pixels hauts et que le logiciel a classé comme étant haut. Donc, il les a bien classés. D'accord? Sur un total de 2127 pixels d'entraînement, il y a 367 qui ont été correctement affectés à l'eau. Okay? Ici, juste en bas, 2. Ici, en sachant que là, c'est ma vérité terrain et que ça, c'est le résultat de ma classification, ici, il dit 2. Ça veut dire qu'il y a 2 pixels qui devraient être des pixels sol nu, mais que la classif a mis en eau. Hein? Parce que la classif dit que c'est de l'eau, alors que la vérité terrain dit que c'est du sol nu.
OK? Donc, les éléments hors diagonale là, sont des éléments qui ont été mal classifiés. Soit oui, soit oui. D'accord? Par contre, ceux qui sont sur la diagonale principale, c'est ceux qui ont été correctement affectés à la classe par le logiciel ou le choix du classificateur. En pourcentage, voilà à quoi ça ressemble. Donc, si c'est en pourcentage, tous les éléments, tous les chiffres qu'on avait tout à l'heure là, il allait tous ces chiffres-là, pour avoir le pourcentage, tous ces chiffres-là sont divisés par ce total. D'accord? C'est ça, c'est le total du nombre de pixels utilisés pour la plastique. Donc, si c'est en diagonale, je prends chaque élément que je divise par ça. Si c'est hors diagonale, je prends chaque élément que je divise par ça. Donc, en pourcentage, voilà la matrice. Donc, vous voyez qu'il y a 17,3% de pixels hauts qui ont été classés hauts. Il y a 19,8% de pixels urbains qui ont été classés pixels urbains. Et hors diagonale, plutôt, c'est ceux qui ne sont pas bien classés. Donc, déjà ici, il nous parle de erreur de commission. On va voir ça tout à l'heure. Et puis, erreur d'omission. Okay? On va voir la définition tout à l'heure. Deux types de précision possibles à calculer avec la matrice de confusion. Le premier type de précision, c'est ce qu'on appelle la précision moyenne. Okay? On vous dit la précision moyenne pour la calculer, c'est le pourcentage de pixels correctement classifiés. Donc, ce sont les éléments de la diagonale, divisé par le nombre de classes définies. Donc, ça veut dire que vous allez sommer tous les pixels, tous les pourcentages qu'il y a sur la diagonale. Et si vous avez 6 éléments, ça veut dire 6 classes, donc ces 6 éléments-là additionnés, le tout divisé par 6. Si vous n'avez que 4 classes, ces 4 éléments-là additionnés, le tout divisé par 4. Vous avez la précision moyenne. Donc, de façon théorique, voilà comment on écrit. Précision moyenne, PM, est égale à la somme des éléments diagonaux, éléments de la diagonale, c'est le même numéro de ligne, même numéro de colonne. Là, c'est DII sur N, N étant le nombre de colonnes ou de lignes que vous avez. Parce que la matrice est une matrice carrée. OK? Le même nombre de classes, en vérité, terrain, que le nombre de classes, le classificateur doit générer. Autre type de précision, c'est la précision globale. Et on vous dit la précision globale, elle va être pondérée. Elle, on ne va pas faire juste une addition. Il faut qu'on pondère, qu'on multiplie le pourcentage de pixels correctement classifiés par le nombre de pixels de la classe. Okay? Donc, dans le cas de la précision globale, on vous dit c'est le pourcentage de pixels correctement classifiés pondéré par le nombre de pixels de la classe divisé par le nombre total de pixels d'entraînement. OK? Donc, notre 2000 et quelques là. Voilà, l'additionner. Et pour chaque classe, le nombre de pixels qui a servi à générer cette classe, on le multiplie par les éléments de la diagonale. Pourcentage donné par la diagonale. Donc, ces formules-là, je les donne. Si vous deviez calculer à l'examen, je les donne. Formule de la précision moyenne, formule de la précision globale, je les donne. Donc, un petit point ici. On va voir ce que c'est que les erreurs d'omission et les erreurs de commission. OK. On a dit qu'on mettait en colonne le résultat de la classification et en ligne les éléments de la vérité terrain. Donc, si on part avec ce raisonnement-là, on dit le total des valeurs des cellules hors diagonale de n'importe quelle rangée
représente le nombre de pixels qui ont été incorrectement attribués à des classes autres que celles représentées par la rangée. Donc, on vous dit, ça représente le nombre de pixels omis. Est-ce que... La matrice en pixels, voilà. Voilà la matrice en pixels. Donc, sur la diagonale, les éléments qui sont sur la diagonale représentent le nombre de pixels correctement classifiés. Maintenant, hors diagonale, sachant que le résultat de la classification est mis en colonne et que ma vérité terrain est mis en ligne, le 2 qui est là représente ces deux, hein, ça veut dire 2 pixels. Ça veut dire qu'il y a 2 pixels qui devaient être des pixels hauts, mais qui ont été omis en tant que pixels hauts par le classificateur. On vous dit en rangée là, hors diagonale, ce sont les pixels omis. Même chose pour celui-là. Celui-là, c'est un pixel sol nu que le classificateur a mis en forêt, comment je dirais ça, verte si vous voulez. OK? Donc, il y a 8 pixels qui ont été omis dans la classe sol nu. Même chose pour celui-là, forêt des conifères. La vérité du terrain dit que ça devait être du sol nu. Le classificateur dit que c'est une forêt de conifères. Donc, il y a 9 pixels sol nu qui ont été omis dans cette classe-là. On va voir la définition suivante qui représente les erreurs de commission. Les erreurs de commission, c'est en colonne. Donc, si je prends la colonne, le classificateur dit que, par exemple, ce pixel-là est un pixel quoi? Un pixel haut. Pendant que la vérité terrain dit que c'est un pixel de forêt verte. Donc, il y a 3 pixels qui ont été commis par le classificateur à la classe O, alors qu'il devrait être de la forêt décidus verte. Okay? Donc, quand vous prenez en colonne, ce sont les erreurs de commission, c'est-à-dire que le classificateur les met dans la classe qui n'est pas la bonne, et quand vous prenez qui ont été omis dans la classe vérité terrain. Maintenant, comment le ciel gère ces erreurs de commission, il ne les gère pas. Il te donne ton résultat, c'est toi qui interprètes même. En fonction de ce que tu lui as donné comme site d'entraînement et autres, lui, il fait la classif et puis il te donne les résultats. Maintenant, toi d'interpréter, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon par rapport à ta vérité terrain. Le seul niveau de c'est toi de voir ton seuil, c'est toi qui sais. Et toi qui sais, si tu considères qu'un seuil de 10%, c'est relativement bon par rapport à ta vérité terrain que tu connais et que tu es sûr que tu as pris des pixels purs, ça va. Mais je me dis que mathématiquement parlant, si tu t'en vas avec des erreurs jusqu'à 20%, c'est pas bon.
Donc, si vous avez la matrice en pixels, c'est le nombre de pixels que vous avez. Donc, vous pouvez dire, j'ai tant de pixels omis dans telle classe ou j'ai tant de pixels omis dans telle classe. Et ces pixels, ce nombre de pixels-là vous permet de calculer l'erreur d'omission. Hein? Et l'erreur d'omission, on vous dit, c'est le nombre de pixels omis dans une classe divisé par le nombre total de pixels représentés par la rangée. Donc, sur la rangée-là, vous additionnez tous les pixels qu'il y a hors diagonale. Celui qui est sur la diagonale, là, vous ne le prenez pas. Donc, les éléments hors diagonale, vous la rangez, vous les additionnez et vous prenez pour une valeur d'erreur commise, vous dites par exemple le 2 là, divisé par la somme des autres valeurs sur cette ligne. Ça représente l'erreur d'omission. Autre type d'erreur, c'est l'erreur de commission. Cette fois-ci, ça va être les éléments de la colonne. Comme on dit, c'est le total des valeurs des cellules non diagonales de n'importe quelle colonne qui représente le nombre de pixels qui ont incorrectement été inclus dans la classe représentée par la colonne. D'accord? Et pour calculer l'erreur de commission, cette fois-ci, ça va être les éléments hors diagonaux de ma colonne que je vais additionner, qui vont représenter mon dénominateur, et au numérateur, c'est la cellule pour laquelle je suis en train de calculer l'erreur de commission, le nombre de pixels qu'il y a dans cette cellule-là, que je vais diviser par la somme des éléments hors diagonale de la colonne. Bon, je reviens sur... C'est la même? Oui, c'est la même matrice. OK. Donc, je reviens sur cette matrice. Donc, en diagonale, élément bien placé, en colonne, erreur de commission, en ligne, erreur d'omission. Donc, par exemple, si je vous dis, calculez-moi l'erreur d'omission de quoi? L'erreur d'omission du milieu urbain. Vous allez faire quoi? Des pixels urbains. Donnez-moi d'abord le nombre de pixels omis dans la classe urbaine et l'erreur de commission, l'erreur d'omission sur les pixels urbains. Je demande d'abord le nombre de pixels omis dans la classe urbaine. Ça, c'est la première question.
La deuxième question, je demande l'erreur d'omission. Donc, ce que tu me donnes, c'est quoi? C'est la première. C'est le nom de pixels omis dans la classe. C'est le nombre de pixels omis dans la classe urbain. Et ton erreur, c'est quoi? Ça va être quoi? Ah, c'est la première, d'accord. OK. On va commencer par là. D'accord. Autre réponse, autre proposition. Après, il va nous expliquer comment il a fait, mais d'abord, autre proposition. Autre proposition. Vas-y. Je pense que le nom de pixels omis dans la classe. D'accord. Autre proposition. Après, chacun va nous expliquer. Au moins, on prend les propositions. Proposition. Autre proposition. Autre proposition. Deux propositions. Donc, oui. Madame 74 et 6. On ne peut pas deux choses en même temps. Une seule chose, on choisit. Dans le reste de commission de type, on a une totalité là-bas de 376. Et pour le reste de commission, Bon, on n'est pas encore en train de calculer l'erreur. Pour le moment, on est en train de calculer le nombre de pixels. Donc, je propose ça. on avait regardé. D'accord. Vous avez une proposition? Oui. Je vais changer. Autre proposition? Oui. Donc, 614. Bon, 214. Toi, tu avais dit 114 aussi. D'accord. Aquí, il y a 117. OK. Bon, expliquez-nous. Commence par toi. Sur l'addition des différents pixels, une bande de activité à water, wagon, season for Quelle ligne ou quelle colonne? la colonne urbaine. La colonne urbaine. Après l'addition des pixels de la classe urbaine, qui ont été attribués à votre classe. Donc, tu prends les éléments hors diagonale de la colonne. C'est ça? Oh, c'est pas bon.
On dit omission, c'est la ligne. Si tu prends la colonne, c'est erreur de commission. Donc, tu prends la ligne quoi? Urbaine. Et tu additionnes tous les éléments hors diagonale. Donc, tu fais 16 plus 26 plus 29 plus 43. C'est ça? Et ça fait 114. On est tous d'accord ça. C'est très bien, c'est ça. D'accord? OK? Puisqu'on a dit par définition que les pixels omis sont les pixels hors diagonale de la rangée. Et les pixels commis sont les pixels hors diagonale de la colonne. OK? Bon, Marc, il faut nous expliquer pour toi-même. Tu as la vérité, mais on ne sait jamais. Il faut expliquer pour toi. Peut-être que ça peut surpasser notre vérité. Maintenant, vous savez. C'est que le classificateur a identifié et que la vérité est erreur sol nu. Donc, on est comme sol nu. Ah, toi, tu n'as pris que le sol nu. Non. Il faut prendre tous les éléments. Donc, tu as pris la, si je prends ça, quoi? La ligne sol nu coupée avec la colonne urbaine. Non, non. Donc, maintenant, si je veux calculer l'erreur d'omission sur les pixels urbains, je fais quelle opération? Oui. C'est quoi? 114 divisé par? On a dit qu'il faut diviser par quoi? On a divisé par le nombre total de pixels attribués à la classe. La classe O. Non, non, pas la classe, la classe. Et c'est combien? 536. C'est bon. D'accord. Ça va pour tout le monde? D'accord. Okay, donc, vous avez compris. Vous avez dit quel est le nombre de pixels commis dans la classe urbaine. Là, vous prenez la colonne et vous additionnez 6 plus 17 plus 25 plus 23. Voilà, c'est tout. Hein, c'est tout. Ça marche? Bon, ils ont fait le cas, ils ont dit ça. Maintenant, calcul de la précision globale, premier calcul de la précision globale. Donc, vous voyez, la première des choses, on a calculé d'abord les erreurs pour chaque classe, hein, les erreurs pour chaque classe. Et on a dit que pour la précision globale, il faut pondérer ces erreurs-là par le nombre de pixels correctement classifiés. Donc, première précision par rapport au sol nu, c'est 96,1. Or, il y a combien? Il y a 367 pixels qui étaient bien classifiés en haut. Donc, 96,1 fois 367. Ensuite, 92,1 fois 418. Fois tous les éléments diagonaux, là, on multiplie avec les précisions du producteur. D'accord? Et le tout divisé par le nombre total de pixels ayant permis de faire notre classification ici. Donc, on arrive à une précision globale de 74 en leur cas. Maintenant, quand il s'agit de la précision moyenne, là, on ne fait qu'additionner les précisions du producteur et on divise le tout par le nombre de classes qui ont été identifiées, qui est 5. Et donc, on a la précision moyenne qui a cette valeur. Donc, vous voyez que c'est l'erreur de la précision du producteur qui a utilisé et non pas la précision de l'utilisateur. Hein, parce qu'il y a ici en ligne, ici vous avez User Accuracy, ici vous avez Producer Accuracy. D'accord? Donc, c'est la
la précision du producteur, si on peut dire, qui est à prendre en compte et non pas la précision de l'utilisateur. Puisque c'est le produit, le résultat de ce que la machine fait et non pas que vous avez entre eux. Autre paramètre qui est utilisé pour évaluer la classification qui est faite, c'est le fameux coefficient kappa. Il est très important, ce coefficient kappa. Quelle est l'utilité de ce paramètre-là? On vous dit, il mesure l'accord non aléatoire entre deux cartes. Donc, ces deux cartes, bien sûr, c'est ma vérité terrain et mon résultat de classification. Ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que kappa, là, il ne dit pas que ta classification a un bon résultat ou un mauvais résultat. Ce n'est pas ça le but du jeu. Kappa, tout ce qu'il dit, c'est que tes résultats-là, tu peux avoir confiance en eux, ils ne sont pas dus au hasard. Ça veut dire que si tu reprends ton opération de la même façon, tu vas aboutir à ce résultat-là. Ce n'est pas dû au hasard. Si tu as eu 80%, c'est pas dû au hasard. Si tu as eu 1% aussi, ce n'est pas dû au hasard. C'est juste ce que tu n'as pas dit. Il dit que tes résultats ne sont pas dus au hasard. Il y a une logique dedans. Tu peux avoir confiance en ça. C'est tout. Il ne dit pas que c'est bon ou c'est pas bon. Enfin, d'une certaine façon, oui, il le dit. Parce que si il te dit que les résultats que tu as obtenus ne sont pas dus au hasard, ça veut dire que tu peux faire confiance à ça. Si c'est dû au hasard, ça veut dire que c'est par hasard, tu as eu 90%. Si tu fais la bête, tu vas tomber sur 50%. Donc, c'est ce que tu n'as pas dit. Regardez la formule, c'est ça. Moi, je peux donner une formule comme ça à quelqu'un, toujours. Ça, c'est la sorcellerie même. Demander, oui, c'est la sorcellerie. On ne peut pas demander des choses comme ça à quelqu'un. On n'est plus à ce niveau-là. Hein? Je ne veux pas savoir. Voilà ce que je vous demande de faire pour D, là. Les divergences transformées et puis diffuse matocyclale. On sait que ça varie en 0 et 2, mais dans l'intervalle, là, comment est-ce que c'est divisé, là? C'est ça que j'attends de vous. Je vous donne pour kappa, allez chercher pour les autres. Donc, on vous dit si kappa est compris généralement entre 0 et 1. S'il est plus petit que 0, des accords parfaits. C'est le hasard même qui a fait que c'est comme ça. S'il est plus grand que 0,81, l'accord est excellent. Donc, tu peux avoir confiance en tes résultats. S'il est compris entre 0,80 et 0,61, l'accord est fort. Entre 0,61 et 0,41, il est modéré. 0,40, 0,21, il est faible. Entre 0 et 0,20, très faible, donc ça veut dire que ce n'est pas bon. Et puis, comme je dis, inférieur à 0, des accords parfaits. D'accord? Donc, c'est ce découpage de l'intervalle suivant la valeur de kappa là, que je vous demande de faire pour diffuse matocyclale et puis divergence. C'est tout ce que c'est 0 et 2. Entre 0 et 2, c'est découpé de sorte à dire, bon, quand ça vaut entre 2 et 1, je ne sais pas quoi, c'est très, très, très chose. Donc, c'est ça que j'attends de vous. Oui. Mais c'est ça que j'attends de vous. Si je te dis là, à quoi ça fait? Oh, chercher, tu vas trouver, puis tu vas me donner aussi, tu vas partager. De toute façon, j'ai cherché, puis je vais partager toi là. Moi, chercher aussi, tu vas venir partager moi. Partout, chercher son. Tu vas sur le net, il y a articles, il y a livres, il y a notes de cours, il y a tout là-bas. Donc, si je reviens sur notre exercice, donc, oups, c'est trop vite, attendez. En prenant les éléments de notre groupe, on aboutit à un kappa qui est
0,83. Donc, c'est bon. Si on a dit supérieur à 0,81, c'est l'accord est parfait. Donc, c'est excellent. Je peux avoir confiance dans les résultats de cette classification-là, vu que mon kappa est supérieur à 0,81. Vous avez vu comment on a calculé, ça a été décomposé. L'opération était tellement longue que je ne sais même pas si on voit. Je ne sais pas si on voit comment j'ai procédé pour retrouver le kappa ici. Donc, 100 multiplié par cette sommation, donc ça, 19,7, tout ce qui est en diagonale, tous les éléments de la diagonale, le pourcentage de la diagonale, on les a additionnés, on a abouti à ce résultat. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Ils ont fait multiplier par, ils ont pris la colonne row total. Ils ont multiplié par le 18, il correspond à quoi? Et si je soulève le... Ça correspond à quoi? Le total, c'est le 18. C'est le 18. Le 18, le 21, celui qui est là, le 16, des choses. Mais 18,8 correspond à quoi? Il faut qu'il y ait avant 1, 2, 3. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, il prend row total et colonne total. Il multiplie et additionne. Il aboutit à ce résultat-là. Et donc, finalement, il prend ces deux résultats-là. Il va multiplier le premier par 100 moins, l'autre au carré par 100. Il aboutit. Bon, ça, vous avez les notes de cours. Oui. Ça dit seulement l'accord non aléatoire. C'est dire que les résultats que tu trouves ne sont pas dus au hasard. Ce n'est pas par hasard que tu aboutis à 50%, que tu aboutis à 90% ou à 1%. Si moi j'ai mis les données sur lesquelles la machine s'est parlé, pourquoi c'est pas donc les données j'ai mis les paramètres. Ça va dire que pour aider du hasard. Non, quand il dit que c'est dû au hasard, c'est pour dire que le résultat que tu as obtenu là, il n'a pas confiance en ça. Sur la valeur que lui, il obtient de kappa, c'est mathématique. Il dit mathématiquement, tu m'as donné de quoi travailler, voilà le résultat que je te donne, voilà la confiance que tu peux avoir en ce. Toi, tu es sûr d'avoir donné de bons résultats, mais ce que lui va te fournir au finish, te dit, lui, il n'a pas confiance en ça. Donc, peut-être la machine, les données que moi j'ai insérées. Ah, ça peut venir des données que tu as insérées. Mais madame, oui. Moi, je vais faire ma chose. Tu penses que tu maîtrises ta chose. Parce que lui, il calcule. C'est un calculateur, il calcule. Donc, il te dit, j'ai calculé ce que tu m'as donné, mais le résultat que je te donne là, en tout cas, je n'ai pas confiance en ça. Lui, il est 100% fiable. Bon, jusqu'à cause du contraire, on n'a pas dit que l'ordinateur n'est pas fiable. Hein? Ah, bien. Oui. Comme il y avait comparer, pour voir si les doigts avoir les. Comment ça? Donc, on veut savoir la fiabilité. Peut-être que comme il y a répondu, le calcul aussi, vous pouvez comparer à non, c'est-à-dire qu'ils disent ils ont confiance en ce qu'ils ont fourni à la machine, ok, pour qu'elle leur donne l'occupation du sol. La machine travaille avec ce que tu lui as donné,
Elle te donne des résultats qui peuvent être bons ou pas bons, en tout cas, avec des résultats. Mais elle te dit, ces résultats-là, voilà ce que je pense d'eux. Donc, c'est dessus qu'on discute. Parce qu'ils disent, mais si eux, ils sont sûrs de leur affaire, comment la machine, elle peut dire que ce n'est pas bon? La machine, elle va sur des volumes. Oui. Puisqu'elle te donne après la matrice de confusion avec différents types d'erreurs que tu peux calculer, y compris le coefficient kappa. Donc, elle te dit, ah, vu ça là, moi, voilà ce que je pense, ce que je t'ai donné. Maintenant, toi d'interpréter. D'accord? Donc, parfois, il faut se remettre aussi en cause. Okay. Outre la méthode quantitative d'appréciation des résultats de la classification, il y a la méthode aussi qualitative, c'est-à-dire le visuel. Donc, généralement, après la classification, le post-traitement, le premier post-traitement qui est recommandé, c'est le lissage. Okay? Le lissage, en fait, comme on vous dit, c'est pour éliminer l'effet poivre-sel. C'est-à-dire, il y a des pixels qui se retrouvent au milieu d'océans, d'autres choses. Hein, comme je vous dis, un pixel, je vois moi, bâtiment qui est au milieu de la lagune, des choses comme ça, on va aller édulcorer, hein, effacer. Donc, les filtrages, c'est des filtrages qui sont appliqués et généralement, les filtres qui sont appliqués pour faire le lissage, on dit que soit le filtre médian ou le filtre modal. Donc, on vous donne un exemple ici. On prend par exemple cette fenêtre-là de 9 pixels. Le pixel au centre apporte une valeur de niveau de gris 9. OK? Et quand on regarde dans son entourage, là, on voit que la valeur 3 est la valeur majoritaire. Donc, on va aller remplacer ce 9-là par la valeur majoritaire qui est 3. Donc, éliminer ce pixel-là pour le remplacer par la valeur majoritaire qui est 3. Donc, il n'y aura plus cet effet poivre-sel. Ce pixel va être noyé dans le reste de juste son entourage va être noyé dans le reste du voisinage. OK. À gauche, on a l'image originale. Au milieu, au centre, on a l'image de la classification dirigée par massement de ressemblance. Et à droite, on a l'image par classification séquentielle, donc classification non dirigée. Commentaire. Madame, pour la classification non supervisée, la classification séquentielle, il y a assez de. Les classes sont plus représentatives que la classification. Je prends le cas de ça. Pour la classification séquentielle, je constate qu'on peut distinguer plus le sable tout le long de l'image. Or, sur la classification dirigée, c'est dans un seul point. Je vois que ici, la classification, est plus classe mieux que la classification utile. Si on prend le cas de l'eau. Voilà, c'est la première remarque même à faire dans cette classique. C'est la première chose qui me choque. Moi, en tout cas, dès qu'on me présente ça, la première chose qui me choque, c'est ça. Après, là, je vais parler d'autres choses, mais c'est la première chose qui est évidente sur l'image. C'est que ma classification dirigée retrouve parfaitement mon plan d'eau, pendant que l'autre, là, il ne voit même pas brouillard complet.
Ça va même mettre des pixels en rouge là, ailleurs même que l'endroit où l'eau doit se trouver. Donc déjà, ça fait la différence. OK? Ensuite, ici, au niveau de la quantification, là, ça va. Par maximum de vraisemblance. Les traits de code au niveau de l'eau. Les traits de code et aussi la végétation est très bien respectée. Donc, un maximum de vraisemblance donne des choses plus réalistes que séquentielles, ça c'est un. Moins flou, moins brouillé aussi, hein? Parce que, voilà, l'effet poivre-sel, là, il a plus lieu dans le séquentiel que dans le maximum de vraisemblance, hein? Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Mais, en toute chose, il faut nuancer quand même. Hein, on lui critique le pauvre. Mais le pauvre, il a travaillé qu'avec lui-même, lui seul. Hein? Maximum de vraisemblance, j'ai fourni de l'information. Tandis que de l'autre côté, je n'ai rien fourni. Et puis, il m'a donné ça. Quand même, on n'a qu'à le féliciter un peu quand même. Oui, oui. Il a donné quand même quelque chose. Avec rien, il a donné quelque chose. Tandis que l'autre, avec beaucoup, il a donné aussi quelque chose. Qui est mieux parce qu'il avait plus d'informations. Qui dit que ces informations qu'on a données au maximum de vraisemblance, si on les avait données au séquentiel, peut-être il aurait été encore meilleur même que le maximum de vraisemblance. Celui avec rien, déjà, il a abouti à quelque chose quand même. D'accord? Maintenant, voilà les matrices de confusion. Matrice pour le maximum de vraisemblance et matrice pour le séquentiel. On va regarder les pourcentages. Donc, regardez, l'eau là, c'était parfaitement trouvé, 100%. Hein? La plage là, 98%. Les herbes, 99%. Hein, les arbres, 99%. En tout cas, à part le milieu urbain qui est trouvé à 71%, tout est supérieur à 90%. Maintenant, quand on va dans la classification non supervisée, 10%, 1%. Le meilleur, là, c'est les arbres, 80%. Donc, après, tombe à 51, à 57 même, il y a un qui est 57 ici, il y a 76, d'accord? Donc, c'est pas excellent, mais c'est acceptable vu ce qu'il a eu comme information au départ ou ce qu'il n'a pas eu comme information au départ pour aboutir à ça. D'accord?